January 1st, 2022, 3:17 am. Ticker Ammunition Depot, région de Krasnodar, Russie. Un complexe immense, étendu sur des hectares, où sont entreposés des milliers de tonnes de munitions, de missiles et d'obus destinés à alimenter l'offensive russe en Ukraine. Les bunkers de béton, épais de plusieurs mètres, abritent ce qui constitue le cœur battant de la puissance d'artillerie du Kremlin. Ici, chaque obus tiré, chaque missile lancé, chaque salve de roquettes qui frappe les positions ukrainiennes ou les infrastructures civiles part de cette chaîne logistique cachée derrière de hautes clôtures et un silence militaire impénétrable. L'endroit est réputé inviolable. Défense aérienne active, patrouille constante, système de brouillage sophistiqué. Pourtant, en cette mi-d'hiver, quelque chose d'invisible s'approche, prêt à bouleverser l'équilibre de cette guerre. Les jours précédant ce moment étaient marqués par une étrange accalmie. L'attention mondiale semblait s'être détournée du front, occupée par les fêtes et les célébrations du Nouvel An. En Russie, les soldats se permettaient un rare instant de répit, convaincus que rien ne viendrait troubler cette courte trêve officieuse. Mais à Kiev, le silence cachait autre chose. Une préparation méticuleuse, des calculs précis, une mission si audacieuse qu'elle semblait presque impossible. Les analystes du renseignement ukrainien avaient suivi chaque mouvement autour de l'installation de Tikhoretsk. Des images satellites détaillaient l'activité logistique croissante, les convois arrivant du cœur industriel de la Russie, les camions déchargeant leur cargaison de munitions. Tout indiquait que le dépôt atteignait sa capacité maximale. En langage militaire, cela signifiait une seule chose, c'était le moment idéal pour frapper. Depuis des mois, l'Ukraine affinait son art des frappes en profondeur. Après les attaques de drones de 2025 qui avaient frappé plusieurs bases à l'intérieur du territoire russe, Moscou avait renforcé ses défenses. De nouveaux systèmes Pantsir et S-400 avaient été installés, des radars modernisés, des équipes prêtes à intercepter toute menace. Mais cette fois, la menace n'allait pas venir du ciel au-dessus de la frontière. Elle allait surgir de loin, silencieuse, furtive. Un plan avait été établi, approuvé, répété dans le plus grand secret. 5 missiles Storm Shadow, armes de précision britanniques capables de voler à très basse altitude et de percer des bunkers renforcés, allaient être utilisés pour une seule cible. Une mission claire, directe, sans retour possible. Ce soir-là, dans une base aérienne à l'ouest de l'Ukraine, un pilote reçoit les derniers ordres. Pas de communication radio après le décollage, pas de lumière, pas d'hésitation. Le plan repose sur la précision absolue. À 3h17, les missiles seront lancés depuis une position encore en territoire ukrainien, suffisamment loin pour éviter les radars russes, mais assez près pour garantir l'impact. Le calme règne sur la piste. Seul le grondement du moteur du MiG-29 brise la nuit glaciale. Dans la cabine, chaque geste compte. À des centaines de kilomètres de là, personne ne sait encore que l'histoire est sur le point de changer. Ce qui rend cette opération si remarquable, c'est la combinaison de discrétion et de stratégie. Les missiles Storm Shadow, conçus pour voler au ras du sol, se déplacent à près de 1000 km/h, épousant le relief pour échapper à la détection. Chaque unité embarque une ogive capable de pénétrer 3 mètres de béton avant de détonner. Les ingénieurs britanniques qui les ont créés savaient que ces armes n'étaient pas faites pour la démonstration, mais pour frapper des cibles précises, vitales, là où l'ennemi se croit à l'abri. Et dans cette nuit du 1er janvier, ces 5 missiles incarnaient la patience, la résilience et la détermination d'un pays qui refusait de se soumettre. Pendant ce temps, dans la région de Krasnodar, les gardes du dépôt effectuaient leurs rondes habituelles. L'atmosphère était calme, presque monotone. Les caméras thermiques balayaient les alentours, les unités antiaériennes observaient leurs écrans sans y voir la moindre anomalie. La routine s'était installée, comme une certitude que rien ne pouvait arriver. Mais à 3h19, quelque chose changea. Des signaux inhabituels apparaissent sur les radars. Des objets volants à basse altitude, rapides, difficiles à identifier. Les opérateurs hésitent, croyant à une erreur de lecture. Quelques secondes plus tard, les alertes se multiplient. Les systèmes de défense s'activent, les sirènes retentissent, mais il est déjà trop tard. À ce moment précis, l'opération est en marche, irréversible. Et personne de l'autre côté ne comprend encore ce qui s'apprête à se produire. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire et comprendre comment un seul vol, quelques missiles et une planification minutieuse
ont suffi à bouleverser la stratégie militaire d'un pays tout entier. Ce que vous allez entendre dans la deuxième partie dépasse tout ce que l'on imaginait possible sur le champ de bataille moderne. L'impact fut immédiat et dévastateur. Dans un grondement profond, la première ogive frappa son objectif avec une précision chirurgicale. Le souffle traversa le sol, soulevant des tonnes de terre et de métal fondu. Le bunker principal, celui où étaient stockées les munitions d'artillerie de gros calibre, céda sous la pression interne. Le béton se déchira comme du papier, projetant dans le ciel une colonne de flammes et de débris visibles à des dizaines de kilomètres. À l'intérieur du complexe, les alarmes se mirent à hurler, les soldats se précipitèrent dans le chaos, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. En quelques secondes, le cœur logistique de la Russie dans le sud s'embrasait. Les rapports interceptés plus tard révélèrent que le premier missile avait percé directement la porte blindée du bunker central, atteignant le point de stockage le plus dense. Les obus de 152 mm, les roquettes Grad et les missiles sol-air stockés à proximité commencèrent à exploser en chaîne. Chaque détonation nourrissait la suivante, transformant le site en un enfer incandescent. Des camions de transport, stationnés tout près, furent soufflés à plusieurs dizaines de mètres. Les bunkers voisins commencèrent à surchauffer. En moins d'1 minute, les murs en acier se mirent à se tordre, et les réserves secondaires prirent feu à leur tour. Les flammes montèrent si haut que les habitants des villages environnants pensèrent d'abord à un tremblement de terre. La deuxième frappe, presque simultanée, toucha la zone nord du complexe. 2 bunkers explosèrent à quelques secondes d'intervalle, projetant une onde de choc qui fit vibrer les vitres jusque dans la ville de Tikhoretsk. Les enregistrements vidéo publiés sur les réseaux sociaux montrèrent un gigantesque panache de fumée s'élevant dans le ciel nocturne, rougeoyante, reflétant la destruction en cours. Certains témoins racontèrent plus tard avoir vu des fragments de missiles encore incandescents retomber dans les champs, tandis que des éclats d'obus continuaient de détonner pendant plusieurs heures. Les pompiers militaires russes tentèrent d'approcher la zone sinistrée, mais la chaleur était telle que les véhicules ne pouvaient pas avancer. À chaque tentative, une nouvelle explosion repoussait les secours. La température dépassait par endroits les 1000 degrés, transformant les structures de métal en coulées liquides. Les communications radio du site furent interrompues, les lignes de commandement locales brisées. Pendant près de 30 minutes, personne ne contrôlait plus rien. Ce qui devait être un centre de distribution organisé s'était mué en un champ de cratères. Les analystes occidentaux furent stupéfaits lorsqu'ils découvrirent les images satellites du lendemain. La moitié du complexe avait littéralement disparu. Les bunkers, autrefois alignés avec une précision militaire, n'étaient plus que des cicatrices noires sur le sol. L'incendie s'étendait sur plus de 40 hectares. On estima que plus de 2000 tonnes de munitions avaient été détruites ou rendues inutilisables. Pour l'armée russe, cela représentait l'équivalent de 3 mois d'opérations d'artillerie sur le front sud. Kiev venait de frapper au cœur du système logistique de Moscou. Cette opération fut baptisée par les Ukrainiens « foudre silencieuse ». Elle incarnait tout ce que leur stratégie de 2026 voulait démontrer. La guerre moderne ne se gagne pas seulement par la force brute, mais par la précision, la patience et l'intelligence. 5 missiles, 5 cibles, et un résultat qui fit trembler toute une hiérarchie militaire. Les généraux russes, surpris par la portée de cette frappe, convoquèrent immédiatement des réunions d'urgence au sein du ministère de la Défense à Moscou. Des ordres furent donnés pour renforcer toutes les bases de stockage du pays, mais il était déjà trop tard. Le choc psychologique avait fait son œuvre. Ce n'était pas seulement la destruction d'un dépôt, c'était une démonstration de vulnérabilité. Les chaînes d'approvisionnement russes, étirées sur des milliers de kilomètres, venaient de prouver qu'elles pouvaient être brisées en un seul coup. Les stratèges ukrainiens, eux, savaient que la guerre d'usure se jouait désormais sur la logistique. Frapper là où les munitions naissent, là où l'artillerie se prépare, c'est priver l'ennemi de souffle avant même le combat. L'Ukraine venait de transformer une nuit calme en une leçon militaire que le monde entier allait étudier. Dans les heures qui suivirent, les premières analyses militaires occidentales commencèrent à circuler. Les experts américains parlèrent d'une opération d'une audace rarement vue depuis des décennies. Les Britanniques soulignèrent la maîtrise technique de l'emploi des Storm Shadow, ces missiles conçus pour les frappes profondes et utilisés ici à leur potentiel maximal. Les Allemands, eux, évoquèrent un tournant stratégique. L'Ukraine démontrait qu'elle pouvait atteindre n'importe quel objectif critique à l'intérieur de la Russie sans franchir directement ses frontières aériennes.
À Kiev, la réaction fut mesurée mais symbolique. Aucune déclaration triomphale, aucun ton provocateur. Le gouvernement parla simplement d'un succès opérationnel majeur dans la défense de la souveraineté nationale. Mais dans les coulisses, le moral des forces armées monta en flèche. Les pilotes, les techniciens, les ingénieurs savaient qu'ils venaient de réaliser quelque chose que peu auraient cru possible un an plus tôt. Une mission parfaite, exécutée sans perte, avec un impact disproportionné. En Russie, la version officielle fut, comme toujours, prudente. Le ministère de la Défense évoqua un incident localisé provoqué par un accident technique lors de la manipulation de munitions. Mais personne n'y crut vraiment. Les images diffusées par les habitants, les colonnes de fumée visibles à des dizaines de kilomètres, les alertes de capteurs sismiques indépendants rendaient la dissimulation impossible. Sur les réseaux russes, le ton changea. Des questions surgissaient, des doutes apparaissaient. Comment un site considéré comme imprenable avait-il pu être détruit en quelques minutes? Comment des missiles étrangers avaient-ils traversé toutes les couches de défense? Et surtout, que signifiait ce message à ce moment précis du conflit? Pour les commandants russes déployés en Ukraine, la conséquence fut immédiate. Le manque de munitions se fit sentir dès la semaine suivante. Les batteries d'artillerie durent réduire leurs tirs. Les bombardements, autrefois incessants, se raréfièrent. Les unités sur le front signalèrent des retards dans les livraisons, des rationnements imposés. Ce qui semblait n'être qu'un simple entrepôt détruit devenait un goulet d'étranglement stratégique. L'armée russe devait désormais compenser cette perte par des détours logistiques plus longs et plus coûteux. Les effets psychologiques furent encore plus marquants. Les équipages affectés à la défense des infrastructures commencèrent à douter de la sécurité de leur site. Des rapports internes mentionnèrent des désertions, des refus d'affectation dans les dépôts jugés vulnérables. La peur de nouvelles frappes, imprévisibles et silencieuses, s'installa. L'idée même qu'un missile lancé à des centaines de kilomètres puisse pénétrer jusqu'au cœur de la Russie bouleversa la perception de la guerre. Ce soir-là, pendant que les flammes continuaient de dévorer les bunkers, une conviction naquit dans les esprits. Le front n'était plus une ligne visible sur une carte. Il s'étendait désormais jusque dans les profondeurs du territoire russe. L'Ukraine venait de montrer que la distance n'était plus une protection, que la technologie et la volonté pouvaient redessiner les règles du combat. Et dans ce nouvel équilibre, ce qui s'était passé à Tikhoretsk n'était que le début. Abonnez-vous pour entendre la 3e partie de ce rapport, où nous révélerons les conséquences géopolitiques, les réactions internationales et la manière dont cette frappe a transformé la stratégie militaire des deux camps pour les mois à venir. Dans les jours qui suivirent l'explosion du dépôt de Tikhoretsk, les répercussions se firent sentir bien au-delà du champ de bataille. Ce n'était plus seulement une histoire d'artillerie ou de munitions, mais un tremblement stratégique dont les ondes de choc atteignirent les capitales du monde entier. À Moscou, la stupeur laissa rapidement place à la colère. Des réunions d'urgence furent convoquées au Kremlin et les responsables des défenses aériennes furent sommés de s'expliquer. Les premiers rapports présentés à Vladimir Poutine faisaient état d'une défaillance momentanée de coordination, une expression bureaucratique pour masquer une vérité plus brutale. Les systèmes les plus coûteux et les plus vantés de la Russie n'avaient pas su intercepter 5 missiles subsoniques. Pour un pays qui avait bâti sa réputation militaire sur la prétendue invulnérabilité de ses défenses, c'était un affront impardonnable. Les chaînes de télévision d'État tentèrent d'imposer leur version. On parla d'un incendie accidentel provoqué par une négligence logistique, d'une explosion spontanée de munitions vieillissantes. Mais sur les réseaux sociaux, les vidéos amateurs contredisaient la version officielle. Les images de la boule de feu, les sons distincts des impacts successifs, la direction du panache de fumée, tout concordait avec une frappe de missile. Les internautes russes partageaient en masse des analyses d'experts militaires étrangers. Certains y voyaient la preuve que la guerre avait franchi une nouvelle étape. D'autres redoutaient que cela ne provoque une riposte massive. À Kiev, la réaction fut discrète mais éloquente. Le président Volodymyr Zelensky ne confirma ni ne nia la responsabilité de son armée. Dans un message enregistré, il évoqua simplement la puissance de la détermination et de la précision face à la terreur. Ces mots furent soigneusement choisis, mais leur sens ne laissait aucun doute. L'Ukraine venait d'envoyer un signal à Moscou. Aucune profondeur territoriale, aucune forteresse, aucun bunker ne pouvait désormais garantir la sécurité absolue. Dans les rangs militaires ukrainiens, cette frappe fut perçue comme une revanche symbolique, mais aussi
comme la démonstration que la stratégie d'attrition de la Russie pouvait être retournée contre elle. Dans les cercles diplomatiques européens, la frappe souleva des débats intenses. À Bruxelles, certains responsables de l'Union européenne exprimèrent leur inquiétude quant à l'escalade possible du conflit. Mais dans les coulisses, beaucoup saluèrent la maîtrise technique de l'opération. Les analystes de l'OTAN étudièrent immédiatement le déroulement de la mission, fascinés par la manière dont l'Ukraine avait réussi à combiner des moyens limités avec une efficacité redoutable. Pour eux, Tikhoretsk représentait un cas d'école, l'art de frapper un objectif stratégique avec un minimum de moyens et un maximum d'effets. Aux États-Unis, le Pentagone suivit avec attention les retombées du raid. Les services de renseignement confirmèrent la destruction quasi totale du dépôt et estimèrent les pertes russes à plus de 700 millions de dollars. Le général Mark Milley, en conférence interne, aurait décrit la frappe comme une opération modèle de guerre asymétrique. À Londres, le ministère de la Défense britannique se garda bien de commenter publiquement l'usage des Storm Shadow, mais dans les milieux militaires, la réussite ukrainienne fut perçue comme la validation éclatante de la doctrine du ciblage profond. Pendant ce temps, sur le front, les effets concrets se faisaient sentir. Les observateurs internationaux rapportèrent une baisse notable du rythme des bombardements russes dans le sud de l'Ukraine. Dans la région de Zaporijia, les unités ukrainiennes signalèrent un calme relatif inhabituel. Les canons russes, jadis inlassables, tiraient désormais par salves sporadiques. À Kherson, les commandants ukrainiens évoquèrent même une pause forcée des tirs ennemis, conséquence directe du manque de munitions. Des documents interceptés plus tard montrèrent que plusieurs brigades russes avaient dû rationner leurs obus, réduisant leurs tirs de 70% pour conserver des réserves minimales. Mais au-delà de l'aspect tactique, l'événement marqua un tournant psychologique. Dans les rangs russes, la certitude d'être protégés à l'intérieur de leur propre territoire s'effondra. De nombreux rapports internes firent état d'une baisse du moral, notamment parmi les troupes affectées à la logistique. Des soldats refusaient de dormir à proximité des dépôts, craignant d'être pris pour cible. Certains demandèrent leur transfert vers d'autres unités. L'illusion de la sécurité intérieure venait de s'évaporer. À l'échelle mondiale, l'opération redessina aussi les perceptions. Les pays observant de près la guerre en Ukraine virent dans cette frappe un exemple de l'avenir des conflits modernes. Des frappes ciblées, coordonnées, menées avec des armes de précision et une parfaite connaissance du terrain. Les stratèges militaires, du Japon à la France, commencèrent à réévaluer leur doctrine défensive. Le concept de profondeur stratégique semblait désormais obsolète face à la portée des armes modernes. En Russie, la réponse se fit attendre. Le Kremlin ordonna le déploiement immédiat de nouvelles batteries de défense aérienne autour des sites jugés sensibles. Des S-300 et S-400 furent repositionnés autour de Rostov, Voronej et même dans la région de Belgorod. Le commandement militaire annonça la création de nouvelles unités spécialisées dans la surveillance des infrastructures critiques. Mais ces mesures, bien que spectaculaires, ne suffisaient pas à masquer l'évidence. La vulnérabilité du territoire russe venait d'être exposée au grand jour. La population russe, elle, ressentit la peur. Des témoignages rapportèrent une ruée vers les abris dans plusieurs localités proches du lieu de l'explosion. Certains habitants racontèrent avoir entendu des détonations secondaires pendant des heures. Les routes menant au dépôt furent fermées, les hôpitaux régionaux placés en alerte. Mais au-delà de la panique, un sentiment plus profond s'installa. La guerre, longtemps perçue comme lointaine, venait d'entrer dans la réalité quotidienne de la Russie. Sur le plan politique, l'impact fut tout aussi profond. Les cercles proches du pouvoir commencèrent à s'inquiéter de la perception publique. Des voix critiques, discrètes mais audibles, émergèrent parmi les responsables régionaux. Certains remettaient en cause la stratégie d'accumulation massive de munitions dans des dépôts centralisés, devenue une faiblesse évidente. Des experts militaires russes proposèrent la dispersion des stocks et la construction d'abris plus profonds, mais ces solutions nécessitaient du temps et des ressources que la guerre ne permettait plus de mobiliser. En Ukraine, l'effet moral fut considérable. Pour un pays qui subissait depuis des mois les frappes de missiles sur ses villes, cet épisode fut perçu comme une inversion du destin. Les médias ukrainiens, tout en respectant la ligne de discrétion imposée par le commandement, diffusèrent des analyses détaillant la portée symbolique de l'opération. Elles prouvaient que la résilience et la technologie pouvaient compenser l'inégalité des forces. Elles montraient que la détermination d'un peuple pouvait transformer quelques missiles en armes stratégiques.
Cette nuit-là, le ciel de Tikhoretsk ne fut pas seulement illuminé par des explosions. Il marqua la fin d'une illusion. Le pouvoir russe, qui avait fondé sa guerre sur la certitude de dominer par le feu, venait de découvrir que son propre feu pouvait se retourner contre lui. Et pour l'Ukraine, cette victoire silencieuse, sans défilé ni célébration, représentait bien plus qu'un succès militaire. C'était la preuve que le cours de la guerre pouvait encore changer, non pas par la force brute, mais par l'intelligence, la précision et la foi en la liberté. Le monde entier suivit alors la suite des événements avec une attention renouvelée. Chaque communiqué, chaque image satellite, chaque analyse devenait une pièce du puzzle d'une guerre qui avait cessé d'être prévisible. Le message envoyé cette nuit-là resta gravé. Dans les guerres modernes, la distance n'est plus une barrière, la puissance n'est plus une garantie, et la peur ne suffit plus à protéger ceux qui l'inspirent.